Cette vidéo est conçue dans le cadre d'un mémoire en orthophonie portant sur les troubles de la déglutition après un AVC et plus particulièrement sur le rôle de l'aidant, puisque je me suis intéressée à la gestion et au ressenti du proche aidant dans le cadre d'une dysphagie post-AVC. L'objectif de cette vidéo, c'est d'apporter les premiers conseils ou un complément d'information aux aidants de personnes atteintes de troubles de la déglutition. En revanche, elle est proposée à visée informative et elle ne remplace absolument pas un suivi médical ou paramédical. Donc si vous êtes confronté à ce type de difficulté avec un proche, pensez à contacter rapidement votre médecin qui pourra lui vous accompagner et vous diriger vers les professionnels compétents. Cette vidéo vous présentera la dysphagie et le rôle de l'aidant dans un contexte de dysphagie. On fera également un tour d'horizon des différentes adaptations et techniques que vous pouvez mettre en place pour faciliter cette tâche, ainsi que des différentes ressources qui peuvent être à votre disposition. Le terme dysphagie, c'est un autre nom donné pour nommer les troubles de la déglutition. La dysphagie correspond à des difficultés à avaler des aliments, des liquides ou de la salive. Ces difficultés peuvent avoir des répercussions, notamment sur l'alimentation, l'hydratation et sur l'évacuation des mucosités. Les troubles de la déglutition peuvent être liés à des difficultés de mastication ou un déclenchement tardif du réflexe de déglutition. On peut remarquer ces difficultés de différentes manières, notamment par une perte de poids ou une dénutrition, ou par une perte d'appétit ou de plaisir lors des repas. Le premier indicateur de la dysphagie, c'est souvent la présence de fausses routes qui se manifeste par une toux pendant ou après le repas. Elle peut également se manifester par un étouffement ou après la détection d'une infection pulmonaire. La dysphagie peut donc se manifester par des fausses routes que vous pouvez repérer par une toux pendant le repas ou bien après le repas. C'est cette toux qui permet d'évacuer les aliments qui obstruent les voies aériennes afin de les libérer. Attention tout de même, puisque certaines fausses routes peuvent être silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne provoquent pas de toux. Dans ce cas-là, il faudrait être vigilant à d'autres indicateurs de fausses routes, comme des raclements de gorge, une modification de la voix avec une voix légèrement mouillée, ou toute autre difficulté respiratoire, qui peuvent engendrer parfois un changement de couleur avec un visage qui pourrait devenir bleu et qui indiquerait une fausse route obstructive. Les troubles de la déglutition peuvent faire partie du vieillissement normal, mais on trouve également en neurologie des troubles de déglutition d'apparition brusque, comme c'est le cas après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. On observe également des difficultés qui apparaissent plus progressivement dans le cadre de pathologies neurodégénératives. La grande différence, c'est que les troubles ont tendance à s'estomper, voire à disparaître dans le cas d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien, alors qu'ils vont progresser et s'aggraver dans le cas de pathologies neurodégénératives. En revanche, dans un cas comme dans l'autre, les difficultés vont évoluer, et ça va impliquer que les repas devront également évoluer pour pouvoir maintenir une alimentation la plus adaptée possible. Vous qui regardez cette vidéo, en tant qu'aidant, vous accompagnez probablement au quotidien un proche qui a des difficultés portant sur l'alimentation. Vous êtes un maillon essentiel dans la prise en soin de votre proche. Être aidant, c'est un rôle qui est difficile et que vous n'êtes pas seul à assumer puisqu'on compte de 8 à 11 millions d'aidants en France. La littérature scientifique ainsi qu'une enquête réalisée dans le cadre de ce mémoire indique que les difficultés qui sont liées aux troubles de la déglutition sont souvent source d'inquiétude et même de stress chez les aidants. Cette vidéo est donc réalisée pour vous apporter des clés afin de vous faciliter la gestion des repas. La première chose à faire en tant qu'aidant, c'est de ne surtout pas hésiter à demander de l'aide, notamment quand vous remarquez que les repas deviennent compliqués ou quand vous ne savez plus comment aider votre proche. Ensuite, on va d'abord adapter le repas en lui-même, selon les difficultés et les besoins de votre proche, mais on verra ensuite qu'on peut également adapter le temps du repas et son environnement. On va d'abord se pencher sur la préparation des repas, qui est un point essentiel dans le rôle d'un aidant dans un cadre de trouble de la déglutition. L'adaptation des repas permet d'apporter une alimentation la plus sécurisée possible, par une modification de la texture des aliments et des liquides, tout en maintenant les apports nutritifs qui sont nécessaires et le plaisir des repas, ce qui reste quand même primordial. Quand on parle de troubles de la déglutition, on a souvent l'image de repas constitués de purées et de compotes,
mais il est quand même possible de manger plus varié et en sécurité. Ce qu'il faut éviter en priorité dans les troubles de la déglutition, c'est de proposer sous leur forme initiale des aliments qui sont dispersibles comme la semoule ou le riz, ou des aliments qui ont une texture filandreuse comme la viande. On évitera aussi de proposer des aliments qui ont une double texture, donc qui sont les aliments qui dégagent un liquide quand ils sont croqués ou mastiqués. C'est le cas notamment de certains fruits comme les agrumes ou de la soupe avec des morceaux du pain ou du fromage à l'intérieur. Donc tous ces aliments-là sont à risque de provoquer des fausses routes sous leur forme initiale. On fera aussi attention à la forme galénique des médicaments, donc qui est la façon dont le médicament est proposé. Cette forme galénique peut être à modifier. En revanche, vous n'allez pas la modifier de vous-même. Vous allez d'abord consulter votre médecin qui, lui, évaluera la nécessité ou non de modifier la forme galénique des traitements. En revanche, on va pouvoir garder tous ces aliments dans l'alimentation en modifiant leur texture selon les besoins qui seront évalués par l'orthophoniste. Pour évaluer la texture des aliments, on peut tester leur consistance avec une fourchette. Ça permettra de contrôler que la texture est bien adaptée selon les recommandations de l'orthophoniste. Donc on recense 4 textures principales. La texture petit morceau tendre, qui consiste à proposer des morceaux réguliers, pas plus gros que l'ongle du pouce. Et donc là, on proposera des morceaux de viande tendre et des légumes ou des accompagnements qui sont bien cuits et facilement écrasables à la fourchette. Ensuite, on a la texture finement hachée et lubrifiée, donc qui propose des aliments hachés et liés avec de la sauce. Et donc pour ces textures-là, on a besoin de peu de mastication. Ensuite, on a la texture mixée, donc qui propose des aliments de type purée. Et pour bien évaluer la texture, c'est une texture qui est mixtée, mais qui, si on fait le test à la fourchette, ne va pas être assez liquide pour s'écouler entre les dents de la fourchette. Et enfin, on a la texture lisse ou liquéfiée, donc qui consiste à mixer les aliments jusqu'à obtenir une texture assez lisse. Et là, par rapport à la texture précédente, si on teste à la fourchette, on va voir que la texture s'écoule lentement entre les dents de la fourchette. Donc selon les adaptations demandées, vous allez pouvoir transformer l'aliment ou le plat en le coupant finement ou en le mixant jusqu'à atteindre la texture attendue. Vous pouvez ensuite lier et lisser cette texture avec un jus, une sauce ou une matière grasse si besoin. C'est d'autant plus utile pour lier les aliments dispersibles qui sont habituellement proscrits, comme c'est le cas de la semoule ou du riz par exemple, et qui peuvent être proposés dans le cas d'une dysphagie s'ils sont liés dans beaucoup de sauces. Les troubles de la déglutition peuvent également engendrer des carences nutritives et pour ça, on pourra également enrichir les plats en ajoutant des matières grasses dans les préparations pour augmenter l'apport en protéines. À savoir également que pour faciliter la déglutition, on conseille d'éviter les plats fades qui sont moins stimulants et donc plus à risque de provoquer des fausses routes. Donc n'hésitez pas vraiment à assaisonner vos plats et ajouter des épices si votre proche le supporte pour augmenter la stimulation du réflexe de déglutition. Ensuite, quand on parle d'adaptation de texture, on pense souvent à de la purée. Alors c'est le cas, mais vous pouvez aussi varier les textures en transformant les aliments ou les plats de différentes manières. Vous pouvez proposer les entrées, les plats ou les desserts en gelée, en mousse, en crème, en purée, voilà, peu importe. Selon vos possibilités et vos désirs, vous pouvez vraiment faire varier et faire travailler votre créativité. Vous pouvez aussi jouer sur la présentation du plat dans l'assiette pour rendre le repas plus agréable et proposer une même recette, mais sous des présentations différentes, qui permettra de varier aussi les plaisirs de votre proche. Et enfin, la préparation des repas est quand même une tâche coûteuse en temps et en énergie. Si vous souhaitez alléger ce temps de préparation, vous pouvez faire appel à un portage de repas. Donc les modalités sont à voir avec votre mairie. Mais c'est une possibilité. En revanche, il sera probablement nécessaire tout de même d'adapter la texture une fois le repas reçu.
Et pour gagner du temps, vous pouvez également utiliser des repas qui sont déjà préparés. Ça peut être des repas surgelés, de la soupe en briques, etc. Que vous trouvez donc sous la bonne texture, ou alors que vous pouvez adapter si la texture ne convient pas. Et voici un exemple de menu qui peut être proposé dans les différentes textures. Donc j'ai choisi le poisson et les légumes qui peuvent être déclinés à volonté. Donc le poisson, vous pouvez le proposer soit coupé finement si c'est accepté, en faisant bien attention à retirer toutes les arêtes évidemment, soit haché, soit mixé, en brandettes si vous voulez les mélanger avec la purée de pommes de terre ou la purée de légumes, en mousse, soit en mousse de poisson seul, soit en mousse de poisson et de légumes. Ensuite, vous pouvez proposer les légumes soit sous leur forme naturelle, mais bien cuits, pour être écrasables facilement, soit sous forme de terrine, de purée, de flan. Et ensuite, pour varier les repas, vous pouvez proposer soit les aliments séparément, soit les mélanger dans des plats. Pour la texture lisse, qui peut être la plus difficile à varier, vous pouvez également soit mixer les aliments ensemble, soit séparément. Vous pouvez ajouter une sauce à l'intérieur et vous pouvez surtout, et ça pour toutes les textures, jouer sur les épices en les variant et sur la présentation. On n'y pense pas toujours, mais varier les présentations, ça peut vraiment donner un autre intérêt au plat. La texture des liquides est également un facteur important à prendre en compte. Il existe plusieurs manières d'adapter les liquides si des fausses routes sont observées à l'eau plate classique. Pour les troubles les plus légers, on cherchera d'abord à stimuler la déglutition. Pour ça, on pourra utiliser des boissons gazeuses, puisque les bulles vont vraiment permettre le déclenchement de la déglutition. Donc ça peut être de l'eau gazeuse, ou alors des sodas, si le régime alimentaire le permet. D'autant qu'on sait également que les boissons aromatisées, donc comme les jus, les sirops ou les sodas, permettent un meilleur déclenchement de la déglutition. À savoir aussi qu'il est préférable de proposer des boissons bien fraîches, qui stimuleront mieux la déglutition, par rapport à des boissons à température ambiante ou chaude, qui elles vont se rapprocher de la température corporelle et qui du coup vont diminuer la stimulation de la déglutition. En revanche, on sait aussi qu'une boisson chaude et aromatisée comme le café ou le thé sera toujours préférable à une boisson à température ambiante, notamment parce que du coup le goût apporte un intérêt et une stimulation supplémentaire. Et si le trouble est plus important et que l'eau gazeuse, aromatisée et fraîche ne suffit pas, on proposera un épaississement des liquides, soit par des liquides naturellement plus épais, comme des nectars de fruits, si ça suffit, soit en utilisant des doses d'eau épaissie déjà préparées, ou alors en préparant des liquides épaissis à partir d'une poudre épaississante ou à partir d'un épaississant naturel comme l'agar-agar. Il existe donc différents degrés d'épaississement. Le plus liquide, c'est le liquide très légèrement épaissi, qui est juste légèrement plus épais que de l'eau, avec une texture qui se rapproche de la soupe ou du nectar de fruits, et qui s'écoulera très facilement. Ensuite, on a le liquide légèrement épais. Là, on est plus sur une texture de velouté, et c'est un liquide qui commence à demander un léger effort pour être bu à la paille. On a ensuite le liquide modérément épais, qui a plus une texture de yaourt liquide et qui, si vous faites le test à la fourchette, va toujours s'écouler entre les dents de la fourchette, mais beaucoup plus lentement. Et donc cette texture-là peut toujours être bue à la paille avec plus d'effort, ou alors au verre ou à la cuillère. Et enfin, on a le liquide très épais, avec une consistance de yaourt ou de compote, qui là, si vous testez à la fourchette, ne s'écoulera plus à travers les dents de la fourchette, et qui sera trop épais pour être bu au verre ou à la paille, et donc qui se transformera à la cuillère. Donc la poudre épaississante a beaucoup d'avantages. Elle peut aussi être utilisée dans les liquides chauds comme la soupe ou le café si c'est nécessaire. Et elle peut permettre aussi de maintenir une autonomie dans la boisson, puisque notamment en cas de tremblement de votre proche, elle va du coup limiter le risque de renverser les liquides. En revanche, la poudre épaississante n'est pas forcément agréable au niveau du goût et de la texture. Donc vous pouvez soit l'acheter en une poudre déjà aromatisée,
ou alors vous pouvez l'acheter en goût neutre et associer, un sirop pour favoriser, l'envie de votre proche du coup de s'hydrater. Un autre inconvénient par contre de l'eau gélifiée, c'est qu'elle reste assez peu hydratante, par rapport à la quantité qui est ingérée et que souvent elle ne permet pas de combler la sensation de soif. Donc un suivi médical pourrait être, important pour surveiller la bonne hydratation de votre proche. Un autre facteur également important, mais auquel on pense peut-être moins, c'est l'environnement de la prise du repas. On va voir qu'on peut adapter l'environnement du repas à différents niveaux. Ça peut être, au niveau de l'environnement global, de tout ce qui se passe autour du repas. Ça peut être au niveau du matériel qu'on utilise. Ça peut être au niveau de ce qui se passe, à l'intérieur de l'assiette. Ou alors ça peut être au niveau, des positions à privilégier pendant le repas. Dans un premier temps, on conseillera de prendre des repas, dans le calme et d'éviter les distracteurs comme peuvent l'être, la télévision ou la présence, de personnes à proximité. Puisque la présence de ces distracteurs, peut détourner la vigilance, du repas et donc augmenter le risque de fausse route. On va dire qu'on déglutit mieux, si on mange seul dans un environnement calme, puisqu'on est plus concentré, on est plus vigilant sur ce qui se passe et en plus on peut manger à notre rythme. Ensuite, si votre proche a des difficultés motrices qui sont gênantes dans la prise des repas, pour faciliter son autonomie, vous pouvez, utiliser de la vaisselle ergonomique. Il existe notamment des couverts courbés qui permettent de faciliter le portage de l'aliment de l'assiette à la bouche. Vous pouvez aussi utiliser une assiette, à rebord antidérapante, qui sera sûrement plus pratique qu'une assiette, classique. On conseille également d'utiliser un verre en coche nasale que vous pouvez voir, sur l'image et qui est un verre qui permet de boire le contenu en intégralité, en penchant simplement le verre, sans avoir besoin de pencher la tête, en arrière, ce qui du coup va limiter le risque de fausse route. Et en ce qui concerne les couverts, on va également privilégier l'utilisation de la petite cuillère, qui va permettre de prendre des portions plus petites, ce qui va limiter la quantité en bouche et donc, faciliter la déglutition. Il est également important de laisser suffisamment de temps pour prendre le repas et de ne pas presser votre proche, puisque ça pourrait engendrer des fausses routes. En revanche, si le temps de repas est trop long ou trop fatigant pour lui, vous pouvez proposer de fractionner les repas en proposant des portions plus petites sur le temps des repas et à côté de ça en ajoutant des collations dans la journée pour compléter les apports alimentaires. Ça permettra de limiter la fatigue qui est liée à la prise de repas et donc d'être plus vigilant et de limiter le risque de fausse route. En plus de ça, en général, les repas fractionnés ont tendance à permettre d'augmenter la quantité alimentaire qui est ingérée sur la journée. Et en ce qui concerne les positions à privilégier, si votre proche est hémiplégique et que vous devez l'aider dans la prise des repas, installez-vous du côté hémiplégique et à sa hauteur, voire légèrement plus bas, afin de l'inciter à tourner légèrement la tête et à la baisser du côté hémiplégique, ce qui va fermer l'accès aux voies aériennes et donc permettre de diminuer le risque de fausse route. On conseille également d'éviter autant que possible les repas au lit et de privilégier les repas en position assise pour que la déglutition se déroule au mieux. Il faut également éviter de s'allonger après un repas ou après avoir avalé une boisson, un médicament, puisque la position allongée peut augmenter le risque de reflux et de fausse route. Certaines positions et certaines méthodes sont susceptibles de faciliter la déglutition et de limiter les fausses routes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais avoir la tête en arrière lors de la déglutition. C'est notamment pour ça qu'il est conseillé d'utiliser des verres en coche nasale. Donc la façon la plus simple de faciliter la déglutition et de la protéger en même temps, c'est de se tenir bien droit et ensuite soit de pencher le menton vers la poitrine pendant la déglutition, d'où l'intérêt d'être à la hauteur ou un peu plus bas quand on donne à manger, soit de reculer le menton et de faire une sorte de double menton à chaque déglutition. Ces positions-là vont favoriser la protection des voies aériennes. Ensuite, si votre proche est hémiplégique ou s'il a plus de difficultés d'un côté précis, vous allez lui faire tourner la tête vers le côté atteint lors de la déglutition pour empêcher les aliments de passer du côté où la déglutition est la moins efficace. Il existe également plusieurs méthodes pour faciliter la déglutition.
Tout d'abord, il existe la déglutition d'effort, qui consiste à avaler avec beaucoup de force et en contractant le corps ou en appuyant les mains l'une contre l'autre pendant la déglutition. Donc ça, c'est une méthode qui permet de faciliter la propulsion et de stimuler le réflexe de déglutition. Ensuite, il existe la manœuvre de Mendelssohn, qui consiste, comme vous pouvez le voir sur les images, à élever le larynx pour faciliter la déglutition. Et ça, c'est une technique à faire à chaque déglutition. Si votre proche fait une fausse route obstructive et qu'il ne tousse pas ou que la toux ne suffit pas à évacuer l'aliment obstructeur, vous pouvez effectuer la manœuvre de Heimlich, donc qui est présentée sous forme d'image sur la vidéo, et qui consiste à placer un point dans le petit triangle juste sous les côtes. Vous ajoutez l'autre main par-dessus et vous compressez bien avec un coup sec en remontant vers le haut. Donc vous répétez ce mouvement 5 fois et ça doit permettre normalement d'évacuer l'aliment obstructeur. Si cette méthode ne fonctionne pas ou si vous ne savez pas la réaliser, surtout n'hésitez pas à appeler les secours. Et si vous souhaitez apprendre à pratiquer cette manœuvre, notamment si votre proche est à risque de faire des fausses routes obstructives, vous pouvez suivre une formation de gestes de premiers secours qui propose une présentation et une mise en pratique de la manœuvre de Heimlich. Les informations de cette vidéo ne sont absolument pas exhaustives et peuvent évidemment être complétées par d'autres professionnels ou d'autres sources. Vous pouvez notamment vous adresser à différents professionnels de santé. Il y a évidemment le médecin qui sera probablement le premier interlocuteur et qui pourra vous rediriger vers les professionnels médicaux et paramédicaux compétents selon vos besoins. Et le médecin pourra également modifier la prise des traitements, donc la forme des médicaments si c'est nécessaire. Ensuite, il y a l'orthophoniste qui pourra évaluer les troubles et préconiser des conseils et des adaptations adaptées aux mieux aux difficultés, notamment en ce qui concerne les adaptations alimentaires et hydriques. Il y a également l'ergothérapeute qui pourra vous conseiller au niveau des adaptations de l'environnement et des couverts à utiliser. Et enfin, le diététicien qui, lui, sera source de conseils concernant l'aspect nutritif et la constitution des repas. On peut aussi prendre en compte l'infirmier ou l'infirmière, s'il y en a à un domicile, qui pourra faire le lien entre ce qui se passe à la maison et les différents professionnels. D'autres ressources peuvent vous être utiles. Vous pouvez notamment contacter des associations, soit selon la pathologie de votre proche, comme France AVC, soit des associations spécifiquement dédiées aux aidants, comme l'Association française des aidants. Vous pouvez également vous rapprocher de groupes locaux de patients ou d'aidants, à voir selon votre région. Et enfin, il existe des groupes dédiés aux pathologies diverses et aux aidants sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où vous avez juste à taper dans la barre de recherche le type de groupe que vous recherchez. Vous pouvez aussi trouver des livres et des applications qui proposent des recettes et des conseils à mettre en place dans le cadre de troubles de la déglutition. Vous avez notamment les 2 livres qui sont présentés ici et dont je mettrai les liens d'accès en description. Et vous avez également l'application Mixiton qui propose des recettes adaptées qui est disponible sur Android. Pour terminer, je ne pourrais que vous conseiller de faire confiance à votre proche. Si ses capacités lui permettent, il pourra vous aiguiller en ce qui concerne ses besoins et ses envies. Il est également très important de veiller à ce que la surprotection ne soit pas trop présente pour lui laisser un maximum d'autonomie possible et lui permettre de maintenir ou de récupérer ses capacités. Les différents professionnels que vous allez rencontrer vont vous donner des conseils adaptés à mettre en place, mais vous connaissez votre proche mieux que personne, vous êtes expert en ce qui le concerne, et vous saurez comprendre s'il souhaite vous guider. Donc vraiment, faites-vous confiance, à vous également. Et si jamais le rôle d'aidant et la charge de travail est trop fatigante, que ce rôle-là est trop prenant, n'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide. Et vous avez également la possibilité en tant qu'aidant de bénéficier de périodes de répit. Vous pourrez trouver toutes les modalités de relais sur la maison des aidants, par exemple, dont je vous mettrai le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu répondre à vos questions et qu'elle vous aura apporté quelques clés pour vous rediriger notamment vers les personnes compétentes et surtout pour faciliter votre quotidien et le rendre un peu plus serein.